Avec vous sur Sud Radio pour le 10h midi et nous commentons ensemble l'actualité avec vous, avec aujourd'hui pour débattre Jean-Luc Benamias qui est à Marseille, membre du Conseil économique, social et environnemental. Bonjour Jean-Luc. Vous m'entendez? Je l'entends pas. François Coq, Bonjour. enseignant, essayiste, vous avez publié L'impératif démocratique. Bonjour. Alex Darmon, vous êtes journaliste politique, vous êtes youtubeur, c'est la chaîne Les Indécis. Et Geneviève Götzinger, présidente de l'agence Image avec 2G, vous êtes communicante. Bonjour à vous et bonne année à ceux que je n'ai pas encore vus. Vaccination, mauvaise communication du gouvernement. On va parler également du durcissement des conditions d'entrée sur le territoire et puis parler de l'inceste. On l'a assez peu fait hier. Violence faite aux enfants, faut-il changer la loi? On va y revenir. Petit tour de table avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alex, on va commencer avec vous puisque bon, on en a beaucoup parlé ce matin, mais une fois de plus n'est pas de trop. Oui, mon coup de cœur, moi, c'est la disparition de Jean-Pierre Bacry hier. C'est un coup de gueule pour la disparition et un coup de gueule. C'est un coup de cœur pour Jean-Pierre Bacry parce que c'est un immense comédien, c'est quelqu'un qui m'a marqué, moi, qui a marqué ma famille, mes frères, mes sœurs, et c'est quelqu'un qui représente aussi bien la France en fait, parce qu'il était tout le temps là à grogner et finalement être engagé sur des sujets très importants comme le vote et comme toutes ces choses politiques. Moi, j'ai adoré cet acteur, j'ai adoré le voir jouer, le voir jouer dans un film comme Didier, parce que moi j'adore le foot, donc forcément quand il incarne un agent de joueur de foot, il me touche encore plus. Et puis même dans La Cité de la Peur que j'ai découvert plus tard où il a un tout petit rôle. Bref, voilà, c'était, et puis dans Le Sens de la Fête aussi avec Toledano et Nakache. Voilà, c'est un super acteur et puis quand on voit toutes les personnalités qui s'expriment pour parler absolument, de lui, c'est assez rare une telle unanimité et une sincérité qu'on sent dans les différents hommages qui lui sont rendus. Vous voulez l'évoquer aussi les uns et les autres? Geneviève ? Oui, comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Comme tout le monde a vraiment un grand chagrin. Oui, c'était quelqu'un de. Enfin, on avait l'impression d'un cœur d'or aussi. Il y a une phrase qu'il aimait à répéter et qui, je trouve, révèle assez ce qu'était l'homme au-delà de l'acteur, au-delà du côté effectivement bougon, grinçant. Il y a une phrase que lui disait son père et à chaque fois il répétait cette phrase. Mon père m'a toujours seriné qu'un balayeur et un président de la République, c'était la même chose. Et ben, je trouve que dans ses films et dans sa manière de jouer, on sent toujours un formidable respect envers tous les personnages. Et ce respect-là, il vient peut-être de cette éducation aussi qu'il avait reçue, mais c'est quelque chose qui est aussi mal droit au cœur. Ce respect pour les uns et les autres. il avait tout joué en fait, c'est ça qui était fort. Jean-Luc Benamias, vous voulez dire quelque chose? Je suis comme tout le monde. Voilà, on va pas. Voilà, je pense que tout le monde est ému et c'est un acteur qui était vraiment aimé et apprécié. Alors vous, votre coup de cœur, c'est pour les sportifs de haut niveau, Jean-Luc? Certains sportifs de haut niveau, non, je pense au monde de la montagne. Donc je pense évidemment aux sportifs de haut niveau de ski alpin ou de biathlon et autres sports, ski de fond et autres. Mais je pense aussi au monde de la montagne, je pense aux saisonniers, je pense aux gens qui travaillent en montagne et qui sont en France comme dans pas mal d'autres pays, pas tous d'ailleurs, dans une situation absolument impossible. C'est-à-dire, on n'a jamais eu autant de neige, c'est génial. C'est pour ça que je pense au sport de haut niveau parce qu'au moins on en voit des images. Mais voilà, je trouve qu'il y a une situation, petit village de moyenne montagne qui survivent, qui ont fait des efforts énormes pour réussir à faire vivre la montagne. Voilà, je pense à ça et grâce aux sportifs de haut niveau, on voit des images, voilà. J'en ai ras-le-bol de faire des coups de gueule, c'est pour ça. Oui, non, mais vous avez raison. Enfin, c'est entre le coup de cœur et le coup de gueule. Et pour info, les remontées mécaniques devraient rester fermées pour les vacances d'hiver. La décision est à venir dans la semaine, mais malgré l'appel d'Henri Giscard d'Estaing à réouvrir les remontées, ça restera hélas fermé. Voilà. François Coq. Oui, moi c'est un coup de gueule en soutien des salariés d'EDF qui sont mobilisés en ce jour contre le projet Hercule. Alors Hercule est le fils de Jupiter, vous le savez, dans la mythologie, et c'est pas un hasard si le projet Hercule de démantèlement d'EDF est porté par le président de la République. Très concrètement, qu'est-ce qui va se passer? EDF va être démantelé en 3 entités. Une entité dite EDF Bleu qui va garder les centrales, sauf que les centrales nucléaires sont très endettées et donc, de ce point de vue-là, on va socialiser les pertes. Une entité qui va s'appeler EDF Vert qui va traiter des énergies renouvelables mais également des réseaux de distribution ou des réseaux de chaleur et ça, c'est rentable. Et ça va être ouvert
à la concurrence et au privé à hauteur de 35%. Et donc, de ce point de vue-là, certains vont pouvoir s'en mettre plein les poches. Et puis, une troisième entité, qui est celle des barrages, qui va être a priori EDF Azur, qui là encore vont être aussi ouverts à la concurrence. Bref, il se passe exactement la même chose que ce qu'on a connu ces dernières années avec la SNCF, avec la séparation de la production et des réseaux de distribution. On sait où tout cela nous mène. Du côté d'EDF, depuis les privatisations qui ont eu lieu en 2004, 2006 et 2007, et l'ouverture à la concurrence, les tarifs ont augmenté de 50% en 10 ans. Autrement dit, c'est les Français qui paient l'addition in fine, et on va abandonner notre souveraineté énergétique, notre indépendance nationale, ce qu'on appelle des hauteurs stratégiques, des enjeux stratégiques, pour vendre à la découpe ce qu'il y a 75 ans, exactement, c'était le 13 janvier 1946, avait été nationalisé, parce que justement ça relevait du bien commun. Eh bien, il faudrait mettre bon ordre dans tout ça, et que Jupiter cesse avec Hercule. Oui, puisque vous parlez de Jupiter, d'Hercule, j'en profite pour tacler le patron de France Soir qui a répandu, une fois n'est pas coutume, une fake news sur... je rappelle que France Soir n'a plus rien à voir avec le journal qu'il était, et donc il a fait un tweet en disant il y a des églises aux États-Unis qui sont sponsorisées par Gilead, et donc pour preuve une photo avec Gilead. Sauf que Gilead, pour la culture de ce monsieur, c'est dans la Bible, ça représente un territoire montagneux, donc non, les laboratoires Gilead ne sponsorisent pas des églises aux États-Unis. Voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal de revenir sur cette fausse information. C'est ce que disait François, Valérie. Oui, allez-y. Je vais en rajouter une couche parce que c'est pas très nouveau, c'est la dernière couche, celle-là. Ouais, allez-y. Parce que déjà, la privatisation d'un certain nombre de réseaux est déjà faite. Il y a un côté, alors là, vendre les barrages. Ça fait des années que l'Union européenne, le Conseil européen et la Commission européenne demandent à la France. Jusqu'à là, la France résistait parce que les barrages, on les a tous payés depuis, enfin nos grands-parents les ont payés depuis maintenant 75 ans, comme François l'a rappelé. Voilà, c'est déjà incompréhensible. On reçoit des coups de téléphone, de harcèlement téléphonique absolument tous les jours, même sur les portables maintenant, pour changer de ceux qui nous fournissent l'électricité. Je trouve ça déjà absolument agaçant. Je leur rappelle à chaque fois poliment, parce que ce sont des salariés qui appellent, mais poliment en disant que le harcèlement en ligne est absolument interdit. Mais voilà, on n'y comprend plus rien dans la distribution de l'électricité en France, et ça va encore en rajouter une couche. Ouais, et c'est l'une des plaintes principales quand on fait une émission avec les gens de 60 millions de consommateurs, c'est l'une des principales plaintes qui revient avec ces fournisseurs d'énergie, effectivement, qui font du harcèlement. Je me suis moi-même trompée en évoquant le patron de François. En fait, il parlait du Brésil. Il dit à Manaus, au Brésil, Gilead a 2 églises évangélistes, vient devant le Seigneur et vivant devant lui. Est-ce que c'est ce que la team... alors bon, il explique Karine Lacombe et Gilead a dit aux patients... voilà, donc c'est au Brésil, mais non, c'est pas du tout ça. C'est pas aux États-Unis, mais c'est pas du tout ça. Geneviève, alors ça rejoint un petit peu, oui, c'est un coup de gueule aussi sur une fermeture, sur des licenciements. Sanofi, sur effectivement les 400 licenciements, 400 suppressions de postes de chercheurs, suppression de postes de chercheurs de plus chez Sanofi dans les 3 ans qui viennent. On s'aperçoit que la stratégie de Sanofi depuis un certain nombre d'années, c'est effectivement arrêter tout ce qui est recherche et développement, de plus en plus. Donc suppression déjà en 13 ans, division par 2, enfin désengagement avec une division par 2 des efforts consacrés à la recherche et au développement. Là, dans les 3 ans qui viennent, 400 postes de chercheurs supplémentaires arrêtés, stoppés en France. C'est difficile de ne pas mettre ça en parallèle avec ce ratage absolu de Sanofi en matière de vaccins à la fin de l'année. Voilà. Donc aujourd'hui, Sanofi se décharge sur les biotech, comme on s'aperçoit que les biotech sont effectivement beaucoup plus performants, mais néanmoins, ce désengagement, ça se traduit par un naufrage et par une image de la France aussi en matière de recherche, parce que au-delà du laboratoire Sanofi, c'est l'image de notre pays qui apparaît une nouvelle fois en perte de vitesse. Mais quelqu'un évoquait hier d'ailleurs l'ancien patron de Sanofi qui avait alerté déjà il y a quelques années sur la faiblesse de la recherche et du développement du groupe. Je ne sais pas si vous voulez réagir. Non, mais c'est le contexte aussi à tous les niveaux. Alors c'est Sanofi bien entendu, mais quand vous voyez, je ne mets pas ça au même niveau bien sûr parce que c'est pas le même secteur. Ce qui se passe pour le groupe Accor qui va licencier aussi beaucoup. Malheureusement, c'est le contexte et j'ai l'impression que même si le gouvernement aujourd'hui donne des signes pour encourager et dire on est toujours présent, la France est toujours devant, on a vu avec Carrefour et Couche-Tard et tout ça,
ils sont tellement dépassés de tous les côtés et à tous les niveaux, que ce soit dans les pouvoirs publics et dans le pouvoir privé, qu'on fait comme on peut. Et vous avez raison, le signal, il est terrible. Le signal qui est envoyé par rapport à la recherche et dans la crise actuelle qu'on traverse. C'est horrible. Tout ce qui se passe en ce moment, franchement, il y a très peu de bonnes nouvelles. Non, mais c'est vrai, il y a très peu de bonnes nouvelles. Il faut espérer. On nous disait que 2021 va mieux se passer. Pour le moment, force est de constater que c'est pas le cas. Pour le moment, ça démarre très mal. François Coq, sur mais il y a un vrai problème de gouvernance chez Sanofi. Les deux derniers patrons, tant Chris Vibarer que le patron actuel, ont donné des orientations qui sont en train de jeter à terre ce qui était autrefois le fleuron de l'industrie pharmaceutique française. Ils font des erreurs stratégiques manifestes. Ces gens-là s'en mettent plein les poches. Ils sont toujours en tête du palmarès de celles et ceux qui ont les plus grandes rémunérations. Je vous rappelle qu'on parle entre 3 et 4 milliards d'euros qui ont été donnés aux actionnaires en dividendes au mois d'avril, c'est-à-dire en pleine crise Covid. Et il faut savoir que Sanofi se goinfre depuis le début de la crise Covid. Les États-Unis leur ont donné 2,1 milliards de subventions pour essayer de trouver un vaccin. L'Union européenne, elle cache tout, mais on sait que ce sont des milliards d'euros aussi qui leur ont été donnés pour trouver un vaccin, qui sont incapables de trouver et ils sont à la traîne sur tout le monde. Et ils font payer des pots cassés dans des stratégies qui consistent simplement à faire gonfler le pactole de celles et ceux qui ont des actions. Aujourd'hui, Sanofi, c'est devenu la quintessence de l'entreprise qui est sur un secteur stratégique et qui ne fonctionne pas. À un moment donné, il va falloir qu'on soit capable aussi dans ce pays, pour reprendre notre souveraineté sanitaire, de recréer un grand pôle public du médicament. Il va falloir réfléchir à ce qu'on fait avec Sanofi, parce qu'il y en a marre de maintenir sous perfusion des entreprises comme ça qui sont dirigées par des incapables. Oui, enfin, incapable, c'est une entreprise qui cherche, qui ne trouve pas forcément, mais il y a que, jusqu'à maintenant, il n'y avait que Pfizer, puis Moderna, il y a beaucoup d'autres labos. Non, je parle des autres sujets, Valérie. Ils sont en train de se recentrer sur des secteurs qui ne sont pas forcément stratégiques. Ils sont peut-être en train de prendre une voie qui sera demain une voie de garage. Il y a des orientations économiques qui sont prises notamment par les deux derniers patrons qui posent aujourd'hui question et ce n'est pas un hasard. Ça ne peut pas être un hasard si à un moment donné Sanofi est autant à la traîne sur la question du vaccin. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant et on va commenter cette actualité autour de la vaccination. Moi je suis frappée par la mauvaise communication du gouvernement et puis durcissement des conditions d'entrée sur le territoire et puis l'inceste, les violences faites aux enfants. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi avec Jean-Luc Benamias, membre du Conseil économique, social et environnemental, François Coq, enseignant, essayiste, Alex Darmon, journaliste politique. Et vous êtes également youtubeur sur la chaîne Les Indécis et Geneviève Gotzinger, communicante et présidente de l'agence Image. Donc, moi, je voulais faire un coup de gueule sur le guide Michelin. C'est-à-dire que le guide Michelin, hier, a dévoilé son palmarès. D'abord, je trouve qu'en cette période où les restaurateurs souffrent, c'est un peu paradoxal de faire une sorte de promotion. D'abord, les gens ont plus le fric pour aller au restaurant. Ensuite, il y a eu 6 mois d'ouverture des restaurants. Donc, comment juger des restaurants où on est censé aller 2, 3, 4 fois? Et puis ces étoiles qui ont été retirées à certains. Est-ce qu'on a besoin, c'est un très bon article dans le Figaro ce matin de Stéphane Durand-Soufflant, est-ce qu'on a besoin de punir encore plus quand on sait que, oui, le Michelin a une influence, de punir encore plus des restaurateurs qui sont pour la plupart entrepreneurs indépendants? J'ai trouvé cette remise hier complètement aberrante. Vous en pensez quoi, Alex Darmon? Est-ce que vous vous rappelez la dernière fois que vous avez été au restaurant? Moi, je m'en rappelle pas. Non. C'est vraiment, les pauvres, on les met vraiment sous l'eau. Pour ceux à qui on va enlever des étoiles, alors qu'ils ont ouvert même pas un tiers de l'année. Oui, c'est de très mauvais goût. Voilà. Ouais. C'est ridicule. Oui, c'est un peu indécent. Il aurait dû avoir une année blanche pour le Michelin. Qui va acheter le guide aujourd'hui? On sait qu'il y a beaucoup de touristes. Les Chinois, les Américains, plus personne ne vient, ne voyage. Donc c'est quoi? C'est de la com? C'est de la com? Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Luc Benamias. C'est le monde de l'édition que tu connais bien, Valérie. Oui, mais enfin, comment imaginer qu'on va vendre un guide en cette année? C'est complètement c'est assez difficile à imaginer. C'est assez incohérent tout ça. Bon, vous êtes d'accord avec moi, François aussi? Ouais, il y a des gens qui pensent que la société doit vivre par la seule évaluation et que l'évaluation est un objet en soi. Donc ils évaluent. Ils évaluent même quand ça n'a pas de sens. Voilà. Et donc leur pour eux, c'est d'évaluer et de faire de l'argent en vendant des guides d'évaluation. Et donc ils continuent à le faire même quand il n'y a plus d'objets à évaluer. Oui, enfin, c'était le principe du Michelin, d'évaluer, de donner un avis. Alors c'est vrai qu'au fil des années, il a un peu perdu. Il y a eu beaucoup de polémiques et un coup de gueule salutaire de l'ami Vincent Ferniaud d'ailleurs sur les choix et sur l'absurdité
éviter aujourd'hui peut-être des choix du Michelin. Donc voilà, c'était mon... Quelques suicides aussi, Valérie. Oui, quelques suicides, et puis là, quand même le secteur le plus impacté, enfin l'un des secteurs les plus impactés. Donc oui, Brigitte a dit distribuer des étoiles à des restos fermés depuis bien longtemps, tout ça, c'est fait pour vendre leur guide. Bah ouais, mais sauf que beaucoup de touristes sont les touristes. À qui vont-ils le vendre ? C'est quoi ? C'est être là, c'est occuper l'espace, dire on est là. C'est un peu... ça doit être contractuel aussi, Valérie. Absolument. Il doit y avoir contractuel, des livres à sortir chaque année, ils sont obligés. Il y a beaucoup de choses contractuelles aujourd'hui. On aurait pu faire un guide pour les mettre en avant peut-être cette année, faire quelque chose, se concentrer sur la livraison, je sais pas, des choses comme ça. Protéger les 3 étoiles, en plus il n'y a eu aucune... c'est très bien, mais voilà, les 1 étoile étaient aussi, et les 2 étoiles, des restos qui avaient besoin peut-être de soutien et pas d'être punis. Je voulais qu'on commence à parler de l'inceste. Ça nous change un petit peu du Covid. Depuis l'affaire Duhamel, le tabou de l'inceste semble un tout petit peu voler en éclats sur les réseaux sociaux. Le hashtag MeTooInceste a contribué à faire libérer la parole de certaines victimes. Aurélien Taquet, le secrétaire d'État chargé de l'enfance, lui a assuré ce matin que le gouvernement cherchait à traduire dans les textes de loi cette libération de la parole. C'est pas toujours facile de trouver, dit-il, les moyens juridiques pour criminaliser des relations sexuelles entre un enfant et un adulte de moins de 15 ans. Commençons peut-être par abaisser l'âge de la majorité sexuelle. Je signale également que dans la bombe à fragmentation qu'a représenté le livre de Camille Kouchner, il y a eu hier la démission de Jean Veil de ce dîner du siècle, démission qu'il justifie en disant j'étais tenu par le secret professionnel, qui moi me semble pas vraiment tenir, et puis garder son amitié à un pédophile me paraît, en tout cas présumé, me paraît pour le moins étrange. Mais cette libération de la parole quand même hier, tout le week-end a beaucoup surpris. Très très impressionnant. Oui, Geneviève Pettinger, je crois qu'il y a eu plus de 90 000 tweets avec ce hashtag. Alors, déjà c'est très impressionnant quand même de découvrir, même si c'était jusqu'à présent on connaissait à peu près les chiffres, mais de découvrir l'ampleur de ce phénomène dans un univers qui normalement est protecteur, la famille. On s'aperçoit en fait de l'ampleur de ce phénomène et ce fléau de l'inceste. Et les témoignages étaient extrêmement émouvants. Ils montrent la difficulté de se libérer de ça. Et effectivement, la question de la prescriptibilité, de la date de la prescription, de la capacité de s'en sortir à travers une reconnaissance, de la question de la réparation. Enfin, tout ça, on l'a vu jaillir, foisonner tout le week-end. Enfin, moi, ça m'a extrêmement impressionné. Cette vague, cette déferlante. Oui. Alex Darmon. Non, c'est terrible. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est terrible, et c'est peut-être le bon côté quelquefois des réseaux sociaux, de pouvoir permettre à des gens de s'exprimer et de se faire du bien quand même, et de pouvoir libérer la parole. Ce qui est terrible dans tout ça, c'est que finalement, moi, je suis un peu déçu de la part des hommes et des femmes politiques de notre pays, qu'on entend très peu sur ce sujet, qu'on entend très peu se prononcer. Alors, on a eu Brigitte Macron qui en a parlé, mais c'est pas une femme politique à proprement parler. C'est la première dame. Je trouve qu'on a eu très peu de responsables politiques qui se sont emparés du sujet, qui ont dénoncé les choses, qui ont à leur tour brisé l'omerta. Alors j'espère que ça se fera tout doucement, et que vraiment ça sera un sujet qui prendra toute sa place dans la société. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on manque de courage ? La question de la répression des crimes sexuels sur les mineurs avait été modifiée par Marlène Schiappa en août 2018, justement pour rallonger cette prescription, sauf que évidemment ce n'est pas rétroactif. Et c'est vrai que l'inceste ne constitue pas, selon le code pénal, une infraction spécifique. Un viol ou une agression sexuelle commise par un ascendant n'est considéré que comme circonstance aggravante. Et puis il y a cette question de la majorité sexuelle qui est à chaque fois évoquée. La France reste l'un des pays où on refuse de l'abaisser. Jean-Luc Benamias. Extrêmement compliqué, car moi je pense que les lois suffisent. Il faut les appliquer. Et dès qu'on parle de reprise de parole, de prise de parole, on s'aperçoit que les familles elles-mêmes, ou ceux qui ont été victimes eux-mêmes, pour des raisons qui sont tout à fait justifiables de leur point de vue, hésitent à parler parce que c'est lourd, c'est très très lourd, c'est plus que lourd. Et donc, je ne pense pas qu'une nouvelle loi changera quoi que ce soit. Le fait que la parole soit libérée par notamment ce livre, très bien, mais à ce niveau-là, vraiment, ces histoires de famille extrêmement lourdes. Et moi, je ne suis pas certain qu'il y ait plus dans le monde politique. Voilà, moi,
je connaissais Duhamel. Oui. Jamais j'avais entendu parler de ça sérieusement. Je n'étais pas proche, hein, voilà. Oui. Alors, dans un petit monde, peut-être que ces choses-là ne se disent pas. C'est dramatique parce que quand ça sort, évidemment, c'est trop tard. Oui. Et quand c'est trop tard, c'est peut-être encore plus lourd pour les personnes qui ont vécu ça. Oui. Oui, enfin, je crois que c'est très compliqué. On a eu ici un avocat d'une association de défense des enfants et qui disait que la prescription était importante tout de même parce que ça permet de mettre une date butoir dans la tête des gens. Il y a un auditeur qui me fait remarquer effectivement que j'ai dit une bêtise. J'ai dit abaisser la majorité sexuelle, c'était l'augmenter et surtout évidemment que ce soit comme le réclament certaines associations qui appelle un non-consentement automatique dans les cas d'inceste ou lorsque les mineurs de moins de 15 ans sont concernés. C'est plutôt effectivement l'inverse. François Coq, est-ce qu'il faut que toute relation entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans soit criminalisée ? Il y a trois aspects, moi, il me semble, dans la question. Le premier, c'est que cette libération de la parole, pour le coup, elle fait prendre conscience à l'ensemble de la société de ce qu'est la réalité aujourd'hui de l'inceste. Voilà. Peut-être qu'il y avait des chiffres, effectivement, qui existaient, mais les gens ne s'en étaient pas saisis. Moi, je n'avais pas cette représentation du fait qu'on nous dit aujourd'hui que dans une famille sur 10, il y a une situation où il y a des actes incestueux qui ont été pratiqués. Autrement dit, c'est dans une réalité commune. Et quand la société s'en empare, ça va aider à faire bouger les lignes. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Après, sur la question du droit, c'est toujours très compliqué de traiter la question du droit quand il est aussi question d'affect. Et notamment sur la prescription ou l'imprescriptibilité de ces crimes et de l'inceste, par exemple. Voilà, l'imprescriptibilité, c'est une question très, très complexe. Moi, je ne suis pas forcément favorable sur cet aspect-là, parce qu'elle remet en cause la capacité des individus à changer, la matérialité de la preuve. Voilà, il y a plein d'aspects derrière qui pourraient être développés sur cette question-là. Et un peu comme Jean-Luc Benamias, j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, on a un arsenal législatif qu'il faut appliquer, qu'il faut peut-être ajuster. Alors dans ce cas-là, regardons ce qui peut être fait. Et le troisième aspect, je pense quand même qu'il n'est pas anodin. On évoquait le fait que c'est très difficile de faire sortir ces affaires dans le cadre familial. Donc là, je le disais tout à l'heure, la transformation de la société, la prise de conscience de la société va peut-être aider de ce point de vue-là, mais ce dont il est question dans l'affaire Duhamel, c'est au-delà de la question du cercle familial, c'est la question du cercle public, aujourd'hui, du cercle de relations publiques. Et là, c'est quelque chose quand même de très particulier quand on s'aperçoit que les gens qui étaient autour d'Olivier Duhamel et qui le connaissaient dans des lieux si bien établis que le dîner du siècle et toutes ces choses, toutes ces petites prébandes où on fonctionne ensemble, et bien que énormément de gens savaient. Et ça, c'est très étonnant, ce fonctionnement en vase clos. Je crois que c'est pas le cœur de la discussion, mais malgré tout, ça interpelle. Oui, mais vous auriez voulu qu'il fasse quoi ? Parce que je ne sais pas s'il y avait énormément, en tout cas, il y en avait suffisamment, effectivement, pour, et c'était le sens de ce que j'ai pu, moi, écrire, c'est de l'empêcher d'accéder aux lumières des médias et aux responsabilités et aux honneurs. Et ce sont ceux-là qui sont coupables, parce qu'on ne peut pas aller contre la parole d'un enfant qui ne veut pas qu'on parle ou d'une victime qui ne veut pas qu'on parle. Mais en revanche, on peut tout faire pour l'empêcher de devenir le président du siècle, ce qui a d'ailleurs fait péter les plombs, pardon d'être trivial, à Camille Kouchner, c'est-à-dire de voir ces gens dans la lumière. C'est là où il y a une responsabilité des proches. Qu'on lui garde son amitié, c'est une chose qui m'étonne, mais qu'on l'aide à accéder, contrairement à ce que dit Jean Veil, alors on verra par la suite, à des postes de responsabilité, on a un peu de mal à comprendre. Mais vous avez raison, hein. Mais on ne peut pas dénoncer tant qu'il n'y a pas eu de plainte et tant que la victime ne le veut pas. C'est aussi non, mais la par contre, complexité. c'est ce que vous dites, il a été promu. Il a été promu par des gens qui, a priori, puisqu'aujourd'hui ils démissionnent et qu'ils le disent eux-mêmes, par des gens qui savaient. Donc on peut s'interroger aussi sur ce fonctionnement-là qui, à un moment donné, fait passer les copinages, certains intérêts particuliers derrière ce qui devrait relever du plus haut degré de la conception de l'humanité et du rapport à autrui. Et de la morale, tout simplement. Et de la morale, parce que c'est de la morale, des principes. Enfin, c'est encore quelque chose qui peut vouloir dire, qui peut avoir du sens, la morale, les principes. Je suis d'accord avec tout ce qui est dit, mais pour revenir juste 2 minutes sur l'inceste, la loi, est-ce qu'il faut durcir la loi ? Quand on écoute les spécialistes, parce qu'il y a des spécialistes de ces questions-là, Madame Salmona notamment, que je trouve formidable et qui a encore répété hier qu'elle avait été victime d'inceste, et ça, c'est des gens comme ça
qu'il faut écouter et mettre en avant. Quand on les écoute, ils vous disent effectivement que les lois sont peut-être suffisantes aujourd'hui, mais qu'en revanche, elles ne sont pas appliquées. Elles ne sont pas appliquées déjà, et puis surtout, il faut faire en sorte de pouvoir mieux récupérer la parole des gens qui ont été victimes, qu'il faut peut-être plus de formation sur les gens qui vont récupérer ces paroles pour faire en sorte de mettre plus en confiance les victimes d'inceste. Et c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir travailler, parce qu'on sait très bien que les lois, c'est très important, c'est ce qui tient le pays, c'est ce qui tient aussi les conséquences de tous les actes qui sont faits, mais il faut pouvoir mettre en avant et aller chercher ces victimes en leur proposant de les écouter et de les écouter correctement. C'est très bien fait dans d'autres pays à l'étranger. On est peut-être encore en retard aussi là-dessus. Maintenant, moi, honnêtement, j'ai quand même envie de dire une chose, c'est que M. Taquet, on en parlait tout à l'heure, Adrien Taquet, et le gouvernement, ils sont quand même volontaires sur ces questions, ils s'expriment beaucoup, vraiment beaucoup, ils essayent de faire des lois, ils nous parlent aujourd'hui de ramener cet âge à 13 ans, voilà, donc il faut que la société s'empare du sujet, que tout le monde aille dans le même sens, mais surtout qu'on réussisse à récupérer encore mieux les témoignages de ces victimes d'inceste. Oui, parce qu'on voit que 1%, alors d'abord les viols sont souvent requalifiés en agression sexuelle, donc pas viol, la peine n'est pas la même, et puis 1% seulement des plaintes pour viol donnent lieu à une condamnation. Alors il y a beaucoup de gens en prison qui sont pour violences sexuelles, mais c'est toujours pas suffisant, hein. C'est très compliqué. Brigitte nous dit Kouchner, le père médecin qui savait, il n'a rien fait. Qu'est-ce que vous vouliez qu'il fasse quand son fils lui intime l'ordre de ne pas parler? Il ne pouvait pas faire grand-chose. Enfin, pour le coup, c'est très, très compliqué. On va marquer une pause et on se retrouve dans un instant. On va parler de cette communication autour du vaccin. Allez tous vous faire vacciner, sauf que impossible de trouver un rendez-vous. Appelez-nous 0826 300 300 si vous voulez nous raconter comment ça s'est passé, si vous avez réussi à obtenir un rendez-vous. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité avec Jean-Luc Benamias, François Coq, Alex Darmon et Geneviève Gotzinger. Alors, vaccination, on voit bien depuis hier que les remontées du terrain sont un peu désespérées. Hier, le Premier ministre Jean Castex, qui était invité sur France 5, a qualifié d'honorable le bilan de la France face à la crise du coronavirus. C'est vrai qu'on a moins de morts que dans d'autres pays. Concernant le vaccin, il a promis dans cette semaine qui est très importante pour la campagne de vaccination de mettre le turbo dans les jours qui viennent. Il n'y a pas de stock caché, a-t-il dit. La campagne de vaccination contre le coronavirus, vous le savez, c'est ouverte ce lundi à toutes les personnes de plus de 75 ans. Et en même temps, les plus de 75 ans, ils n'ont pas réussi à avoir de rendez-vous. Donc, à quoi ça a servi d'annoncer que tout le monde, qu'il fallait prendre rendez-vous, qu'il fallait se vacciner, quand le site France Santé France a disjoncté, quand les numéros de téléphone ne répondent pas et quand il n'y a plus de rendez-vous, Geneviève Gotzinger. Alors, il n'y a plus de rendez-vous. Il n'y a plus de rendez-vous. Et il arrive même que certains qui ont pris des rendez-vous se voient recalés, on les appelle pour leur dire finalement votre rendez-vous est annulé. Donc c'est donc il y a un problème, de dose visiblement quand même, contrairement à ce que dit le gouvernement. Il y a un problème de tout. Mais enfin, vous imaginez des gens qui ont plus de 75 ans, qui sont pas forcément très familiers non plus d'internet, de Santé France. Absolument. Enfin bon, voilà, qui arrivent finalement à prendre rendez-vous, qui se retrouvent finalement sans rendez-vous. Enfin, c'est catastrophique. C'est encore une fois un naufrage en termes de communication. C'est quand même en termes de communication. C'est-à-dire qu'on aurait dit aux gens, vous pourrez être vaccinés d'ici la fin du mois de février, c'est-à-dire d'attendre. Là, on a tout le monde beaucoup de gens qui veulent se faire vacciner. Alors, la bonne nouvelle, c'est que visiblement, il y a des doses. Non, visiblement, les gens ont envie de se faire vacciner en très grande majorité. Alors ça, c'est une très bonne nouvelle. Elle était bonne. La stratégie de communication de ce côté-là, personne ne voulait se faire vacciner, c'est quand même assez amusant. Parce qu'en fait, quand vous avez un manque, vous créez l'envie. Vous créez l'envie et vous créez le besoin. Si on vous dit il y en a pour tout le monde, vous n'y allez pas. Mais vous interrogez les gens, sur la com, il y a eu quand même. Non, mais c'est terrible. C'est un raté lamentable. Un naufrage. Malheureusement, mais c'est un peu partout pareil dans le gouvernement en ce moment sur la communication. Quand vous voyez Jean Castex, qui doit être demeurant très sympathique, mais quand vous le voyez hier, c'est pas le sujet. Qui met un masque alors qu'ils sont que deux à 1 mètre, qui se lave les mains toutes les 2 minutes alors qu'il est tout seul en plateau. Enfin, il y a beaucoup de strass, de paillettes pour pas grand-chose. Au final, on aurait aimé effectivement qu'ils anticipent mieux la situation, qu'ils nous disent la vérité, si c'était pas possible tout de suite. Enfin, c'est quand même extraordinaire. En 1 an, on a réussi à trouver un vaccin. On aurait pu attendre 1 mois et demi ou 2 mois si on nous avait expliqué correctement la situation. Et là, ce que je trouve dommage encore plus, c'est que je les avais trouvés plutôt bons dans la stratégie de communication au moment du confinement, avec les gestes barrières, où ils avaient sensibilisé la population intelligemment et tout. Là, on voit rien du tout de la part du gouvernement. On voit aucune information, rien du tout. C'est un peu dommage. Voilà. Oui. François Coq.
Ouais. Sur la communication, à un moment donné, il faut aussi que nous, on cesse de faire comme si on croyait à cette communication. Vous commenciez, Valérie, en disant que Jean Castex disait que la France avait un bilan plutôt honorable par rapport aux autres pays. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé, ce n'est pas vrai. La France connaît sa 3e vague Covid. Les autres pays connaissent la 2e. Peut-être que la nôtre actuellement est moins haute, notre vague est moins haute que celle dans les autres pays, mais c'est la 3e. Nous avons eu celle de l'automne que les autres pays n'ont pas eu, parce que le déconfinement, ça a été, le gouvernement nous a dit, allez, c'est la fête, réservez, sortez tous cet été, etc. Ils ont mal géré les choses. Nous avons la 3e vague Covid quand les autres ont la 2e, et donc nous avons des chiffres dans l'absolu cumulés qui sont plus hauts que ceux des autres pays. Ça, c'est le premier point. Je pense pas. Hein. Non, franchement, c'est pas vrai. Ah bah si, c'est vrai. Bah si, c'est vrai. Regardez le nombre de morts par rapport aux autres pays. Nous sommes au-dessus des autres pays. C'est pas ce que j'ai vu hier. Donc, le deuxième point, c'est que ce gouvernement les fêtes ont été plutôt bien gérées pour le coup. Mais c'est pas de ça dont je vous parle. Personne n'a eu la crise de novembre comme nous l'avons eu. Nous avons eu un petit palier après, nous sommes remontés, nous avons la 3e. Mais vous avez vu le nombre de morts aujourd'hui, regardez toutes les courbes avec les autres pays. Ce n'est pas parce que Jean Castex commence toutes ces interviews en disant nous sommes meilleurs que les autres qu'à un moment donné, il faut le croire. Non, mais c'est pas Jean Castex, ce sont ce sont pour le coup des chiffres qui sortent et qui sont européens et il n'y a pas de bidouillage là-dessus. Je m'inscris en faux contre ce que vous dites. Mais je reviens sur la question de la vaccination. Ouais. On a un problème qui est que le gouvernement n'anticipe absolument rien. Ouais. Voilà. Il a eu 2 mois depuis le mois de novembre, à partir du moment où on savait que les vaccins allaient arriver, pour mettre en place les choses, pour mettre en place les lieux où il faudrait vacciner, pour mettre en place les chaînes d'acheminement, et il n'y a rien. Aujourd'hui, ce sont les collectivités locales qui sont obligées de mettre des barnums en plein hiver pour essayer de faire vacciner les uns ou les autres ou d'ouvrir des gymnases. Rien n'a été prévu. Donc, on se demande à quoi servent quand même les ministres dans ce pays. Et puis, c'est quand même bien mal connaître les Français que de réfléchir à un instant T et de ne pas anticiper à ce que va être l'état d'esprit du pays quelques semaines après. En fait, tout le monde savait qu'au bout de quelques semaines, il allait y avoir une envie très forte d'aller se faire vacciner. Et le dernier point, c'est que nous autres Français, nous en avons marre de recevoir des injonctions contradictoires. On nous dit qu'il faut absolument se faire vacciner, mais il n'y a pas de vaccin. Tout est comme ça depuis le début. Ça a été le cas avec les masques. Oui, ça, on n'arrête pas de le dire, effectivement. Et c'est vrai qu'on a du mal à comprendre comment il y a eu cet échec, encore une fois, de la communication. Juste sur le nombre de cas. En France, il y a eu 2 914 000 cas, grosso modo. Aux États-Unis, 24 millions. En Inde, 10 millions. Au Brésil, 8 millions et quelques. Et en Russie, 3,6 millions. Donc, alors effectivement, il faut le rapporter à la population. Mais globalement, on a eu moins de cas, François. Non, le nombre de cas, c'est le nombre de gens que vous testez au bout d'un moment quand même. Oui, le nombre de cas, c'est pas quelque chose dans l'absolu. Sur les morts, 70 000 morts en France, 300. Alors il faudrait effectivement le rapport. Mais il faut faire des ratios. Je suis prof de maths. Il faut faire des ratios. Il faut rationner par rapport à la population. Vous voyez, vous allez voir. Et on n'est pas les champions du monde comme le dit Castex. Ce dont on s'aperçoit, c'est que finalement, quelle que soit la stratégie qu'on a suivie les uns ou les autres, on s'aperçoit qu'on va se retrouver tous dans des ratios en termes de mortalité qui sont à peu près les mêmes. Voilà. Alors plus ou moins bien, des chiffres plus ou moins bons, mais finalement, qu'on confine pas. On continue à s'apercevoir que ce virus, on le maîtrise extrêmement mal et que les différentes stratégies qu'on a adoptées se soldent finalement par des résultats assez comparables. Oui. On vous a pas entendu, Jean-Luc Benamias? Non, parce que sur les chiffres, je pense que les chiffres français sont bons. Et dans quelques pays démocratiques, les chiffres sont bons. Je ne suis pas obligé de croire aux chiffres chinois, aux chiffres russes et aux chiffres brésiliens. Vraiment, je ne suis pas obligé. Donc à ce niveau-là, moi je trouve que ce gouvernement, depuis longtemps, manque d'humilité. Et qu'il faudrait... On peut considérer que c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué. Ce virus n'est pas maîtrisable, on le voit. Mais arrêtons de penser qu'on est les meilleurs d'Europe. Ça n'est pas vrai. Je suis d'accord avec François par rapport à ça. Ça n'est pas vrai. Quand on regarde à chaque fois sur les différents médias, notamment les télévisions, on nous parle de confinement. Confinement, ça ne veut rien dire. Ça dépend comment est fait le confinement. Dans les différents pays européens, c'est très différent selon les pays. Voilà. Sur la vaccination, je suis sidéré quand même. Encore une fois, il aurait fallu dire oui, pour des raisons X et Y,
parce qu'on pensait que Sanofi allait sortir un vaccin très vite. On est en retard sur le nombre de doses qui arrivent des autres laboratoires. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et ce qui fait qu'à un moment donné, les Françaises et les Français ne croient plus du tout en la parole publique. Ouais, voilà. Et là, en ce moment, sur les gens qui essaient de téléphoner pour aller se faire vacciner, Valérie, c'est absolument dramatique. Des gens ont une inscription, puis l'ARS dit, parce que c'est souvent les ARS qui disent ça. Ah non. Hier, j'entendais, non, ça va être pour les EHPAD. Très bien, les EHPAD. Moi, je pense que principalement dans les EHPAD, c'est aux soignants d'avoir le vaccin. Parce que nos pauvres parents, et j'ai ma mère qui est en EHPAD, eux, de toute façon, ils sont confinés depuis 1 an. C'est pas eux qui risquent grand-chose. Ils risquent grand-chose parce que, alors, je mets ça entre guillemets par rapport aux soignants, par rapport au personnel qui rentre dans les EHPAD, c'est à eux d'être prioritairement pris en charge. Voilà. Donc, je trouve qu'on se trompe beaucoup, que, je répète, un peu d'humilité ferait plus grand bien à ce gouvernement. Oui, non, mais on est d'accord avec ce que vous dites. Un auditeur, Xavier, me dit la France est 21e position en nombre de décès sur 193 pays. Alors, effectivement, après, on peut mettre en doute les chiffres. C'est vrai que 21, c'est pas terrible sur 193 pays. Allez, on marque une pause et on continue. On va se poser les questions sur le respect de ce confinement à 18h, sur le respect également des contraintes qui sont demandées aux voyageurs. C'est-à-dire que moi, j'étais un peu étonnée de voir qu'il fallait jurer sur l'honneur qu'on allait rester confiné pendant 7 jours. Qui vérifie, qui contrôle? Encore une fois, ce sont des mesures de com, mais très peu appliquées. À tout de suite sur Sud Radio. Avec vous, avec Jean-Luc Benamias, membre du Conseil social... Pardon ? Menabias, voilà. Membre du Conseil économique, social, environnemental, François Coq, enseignant, essayiste, Alex Darmon, journaliste politique, et vous intervenez sur la chaîne Les Indécis sur YouTube, et Geneviève Gotzinger, présidente de l'agence Image, et vous êtes communicante. Alors, je voulais qu'on revienne sur les différentes mesures qui ont été proposées, annoncées, demandées, exigées, ce que vous voulez, ce couvre-feu à 18h. Moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux des images du périph' hier à 19h20. Il n'y avait pas franchement de couvre-feu. Et puis, je vous propose de réécouter le reportage de Clément Barguin, notre journaliste qui est allé à Roissy pour voir comment se passaient les contrôles. Écoutez. Antoine revient de Tanzanie et à son arrivée à Paris, on lui a bien demandé son test PCR. Juste à la sortie de l'avion, il y avait 2 personnes qui checkaient les résultats Covid. Mais certains vacanciers ont été pris au dépourvu, comme Jessica qui n'était pas au courant des nouvelles mesures. On n'a reçu aucun mail, ni notre compagnie, ni de rien. C'est en regardant les actualités le soir à la télévision qu'on l'a appris. Les tests PCR, c'est 72 heures, donc on aurait dû nous laisser 3 jours, ce qui n'a pas du tout été le cas. Ça nous a mis un stress, ça a gâché la fin de nos vacances et vraiment, c'est pas bien. Depuis hier, tous les voyageurs en provenance de l'étranger sont censés s'isoler pendant 7 jours et remplir une attestation sur l'honneur. Mais aucun contrôle selon Marine qui revient de Dubaï. J'ai dû remplir pas mal de fiches dans l'avion. Chose qui n'a servi à rien parce que personne ne m'a demandé ces fiches, attestation sur l'honneur que je dois rester 7 jours chez moi. Donc on m'a demandé juste de la remplir. Donc si j'aurais voulu, je leur aurais fait des confettis, on m'aurait rien dit. Ça sert strictement à rien. Enfin, demain si je veux, je sors un peu de la poudre aux yeux, quoi. Résultat, de nombreux voyageurs ne comptent pas respecter cet isolement de 7 jours. C'est le cas de Moura. Moi je suis chef d'entreprise dans le transport. Demain j'ai beaucoup de rendez-vous dans la semaine. Je suis parti déjà en affaires en Turquie. Et là, je rentre. Après, je sais pas comment je vais faire mes rendez-vous. Si je m'isole, je risque de perdre des contrats, c'est pour ça. Difficile de contrôler toutes les arrivées sur le territoire. Le gouvernement appelle au civisme de chacun. Pas sûr que cela suffise. Bah oui, pas sûr que cela suffise, Alex Darmon. C'est vrai que quand on voit les mesures qui sont prises dans certains pays, les contrôles, les différents contrôles, on se dit que tout ça, comme le disait la jeune fille, c'est un peu de la poudre aux yeux. Non, mais c'est sûr pour le coup, on n'est pas bon en contrôle. Après, si on veut contrôler comme dans les autres pays du monde, on va prendre l'exemple de l'État d'Israël. Qui contrôle. Pour le coup, ils contrôlent. C'est-à-dire que si vous sortez de chez vous, ils le savent tout de suite avec votre téléphone portable, avec tout ce que vous voulez. Sinon, on décide de faire ça en France. Je suis pas sûr que les Français vont être d'accord. On a vu toutes les polémiques et c'est dommage parce que. Non, mais alors pourquoi annoncer des mesures qu'on ne peut pas appliquer, qu'on n'applique pas? Non, mais c'est pour sensibiliser les gens. Mine de rien, on va quand même dire les choses. Ok, c'est pas respecté complètement, mais on constate quand il y a un couvre-feu, quand on est couvre-feuisé ou qu'on est confiné à la maison, que les chiffres baissent un petit peu. Donc le gouvernement compte sur la civilité des gens. Maintenant, les gens, ils en ont marre aujourd'hui. Et donc, de moins en moins, il va falloir compter sur eux pour pouvoir participer à cet effort collectif. Et donc, peut-être qu'il va falloir durcir les conditions de contrôle. Mais honnêtement, je n'y crois pas une seule seconde. Les Français n'en auront pas envie.
Et en même temps, on peut pas dire qu'avec les contrôles, qu'avec un certain discours, on infantilise les gens. Et ne pas jouer sur leur civisme. C'est bien de miser sur le civisme, de miser sur la responsabilité, de miser là-dessus, plutôt que d'être dans le contrôle permanent, dans l'infantilisation des citoyens. Ouais. Donc moi, je trouve ça plutôt responsabilisant, en fait. Alors, qu'en pense Jean-Luc Benamias ? Je regarde, je suis comme tout le monde, sur Marseille, je regarde les horaires, je vois que, effectivement, 18h, c'est pas tellement respecté. Ça permet de respecter maintenant sérieusement 20h. Quoi. Voilà, ça laisse 2 heures de temps pour rentrer chez soi. Je vois, et je les comprends totalement, de nombreux magasins qui ne ferment pas à 18h pile, qui laissent un peu de temps, qui laissent les gens rentrer chez eux. Voilà. Et je répète encore une fois que je trouve nos concitoyens extrêmement responsables. Alors après, sur les histoires de contrôle aux frontières et de contrôle dans les aéroports, vous vous rendez compte le nombre de surveillances et de policiers qu'il faudrait pour contrôler tout ça jour après jour. On est quasiment dans l'impossibilité. Je pense que nos forces de l'ordre, nos forces de police sont totalement débordées par le nombre d'activités qu'on leur demande. Et à un moment donné, le contrôle permanent dans un pays démocratique, et heureusement on l'a encore un peu, ça n'existe pas. Oui, on a un auditeur qui nous dit si on est en guerre, on oblige les gens et on ne teste pas dans les demi-mesures. On ne reste pas dans les demi-mesures. Non, mais on n'est pas obligé de faire appel à la police pour contrôler les tests PCR. Pardon, vous allez au guichet de l'aéroport, au moment de votre embarquement ou avant votre embarquement, quand vous déposez vos bagages, en même temps que votre billet, vous montrez votre test PCR. Et puis si vous ne l'avez pas, vous repartez chez vous. Voilà. Alors, il n'y a pas besoin de faire appel aux forces de l'ordre pour ça. François Coq. Il ne faut pas tout amalgamer. Autant moi, je ne suis pas pour qu'on soit toujours dans le contrôle des citoyens, en train de les tracer, etc. Autant le contrôle aux frontières me semble absolument nécessaire. On sait que un virus, d'une manière générale, c'est quelque chose qui circule dans un rayon, il se dit, autour de 15 km autour de l'endroit où il est né. S'il va au-delà, c'est qu'à un moment donné, il y a un vecteur qui le transporte. Et les vecteurs, ce sont les transports, et notamment les transports aériens. La reprise du contrôle aux frontières, comme ça se fait dans les autres pays, dans nombre de pays, est quelque chose d'essentiel. Et ça, on peut le faire. Il suffit de demander un test PCR, ça vient d'être dit. C'est pas forcément des agents en bleu qui, derrière, viennent le vérifier. Mais par contre, on peut vérifier que chacun a ce test. Et je le dis, il faut faire très attention à ne pas créer une discrimination qui est utile et qui serait une passoire entre les citoyens de l'Union européenne et ceux qui seraient hors de l'Union européenne. Je le dis parce que vendredi, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, disait qu'on ne pouvait pas imposer, en tout cas que le gouvernement décidait de ne pas imposer aux citoyens de l'Union européenne, au nom de la libre circulation des personnes, le fait d'être testé, alors qu'on pouvait le faire pour ceux qui viendraient hors Union européenne. Mais c'est totalement absurde. Dans ce cas-là, quelqu'un qui vient hors Union européenne, qui arrive dans une capitale européenne et qui ensuite arrive en France peut passer. Enfin, tout ça n'a pas de sens. Et je dis que les Belges, par exemple, depuis le 20 décembre dernier, demandent un test PCR pour qu'il vienne en Belgique pendant plus de 24 heures. Eh bien, nous, rien pour l'instant. Et tout ça parce que le gouvernement attend le feu vert de Bruxelles et de l'Union européenne. C'est absurde. À un moment donné, il va falloir reprendre la main pour notre sécurité sanitaire. Les Néerlandais, c'est même pas plus de 24 heures. C'est vous prenez le Thalys pour aller aux Pays-Bas. Le contrôleur ne vous laisse pas monter dans le train si vous ne montrez pas un test PCR. Donc ça s'applique déjà au sein de l'Union européenne. Mais pas partout. C'est fait de façon très, très aléatoire. En fonction des pays. Oui, mais c'est pas très normal. Mais Alex, au-delà des tests PCR, je pense qu'il faut faire aussi preuve un peu d'intelligence et essayer de réduire au maximum les déplacements qui peuvent être réduits et annulés. Faut quand même rappeler que, par exemple, le variant anglais, il est arrivé d'une façon un peu spéciale sur notre territoire, en tout cas pour un cluster. C'est quand même une équipe de rugby qui part jouer en Angleterre, alors qu'on sait que le variant circule sur le territoire et qu'il le ramène sur le territoire français et qui contamine 50 personnes dans le club. Donc je pense qu'il faut effectivement faire très attention aux frontières. Maintenant, fermer les frontières, il faut aussi se dire la vérité, c'est impossible. C'est impossible, rien que pour les postes transfrontaliers entre l'Italie et la France, l'Allemagne et la France. Donc il faut mettre un plan, mais ça, pour le coup, vous avez raison, Monsieur Coq, il faut faire en sorte de pouvoir les fermer, de trouver toutes les solutions possibles et mettre un plan et travailler pour faire en sorte qu'on arrive à trouver une solution. Mais c'est très compliqué. Oui, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Le nombre de salariés transfrontaliers qui existent entre nos pays européens, je pense à la Suisse, à la Belgique, au Luxembourg, à l'Espagne, et ainsi de suite,
est absolument énorme. Et heureusement qu'on a le droit de circuler par rapport à cela. Exactement. Moi, je suis d'accord, François, qu'on contrôle les tests PCR. Je dis simplement que c'est très difficile à un moment donné, 24 heures sur 24. C'était extrêmement compliqué. Et notre société n'est peut-être pas forcément prête à ça. Mais par exemple, c'est une organisation. On a un danger qui est devant nous, qui est le variant brésilien, d'après ce que j'en comprends, qui a l'air d'être un variant qui est très particulier, et on doit tout faire. Maintenant, le variant anglais est chez nous, très bien, on a bien compris que c'est l'affaire de, 4-5 semaines, on va voir, ça dépend des modélisations, avant qu'ils deviennent peut-être majoritaires. On a sans doute du variant sud-africain qui a été diagnostiqué chez nous. On voit que ce variant brésilien est très dangereux et qu'on ne le connaît pas bien encore, mais qu'il a l'air assez dévastateur. Bon, la priorité, c'est de faire en sorte qu'il n'arrive pas sur notre territoire. Et là, pour le coup, on n'est pas sur les travailleurs transfrontaliers. Donc, ça veut dire quelle stratégie on met en place pour qu'un passager brésilien n'arrive pas dans une capitale européenne et ensuite ne puisse pas venir directement en France. La seule stratégie, c'est de laisser les avions au sol, monsieur Koch. La seule stratégie, c'est parce que vous confondez la fermeture des frontières avec le fait de pouvoir les contrôler, tout simplement. Vous avez employé un terme que je récuse. Moi, je ne suis pas pour la fermeture des frontières. Mais le problème, je suis pour reprendre la maîtrise. Le problème, et ce qu'évoquait un voyagiste, c'est que en Europe, il y a beaucoup de pays frontaliers qui font que vous passez sans contrôle, et que ça se fait de manière terrestre et non pas de manière aérienne avec un contrôle des passeports éventuellement et d'un papier. Donc ça veut dire qu'il faut rétablir des frontières et des contrôles. Et même dans votre reportage, Valérie Expert, il y en a un qui dit qu'il ne va pas s'enfermer chez lui pendant 7 jours. Ouais. Ok, très bien, il vient du Brésil, il a un test PCR négatif, on lui demande de s'enfermer pendant 7 jours, comment on contrôle sur le territoire français, monsieur Koch ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Je vous demande, est-ce qu'on le bloque? Est-ce qu'on étudie ses données sur son téléphone portable, ce qu'on ne voulait pas faire en France, ce contre quoi était majoritairement contre la population? Qu'est-ce qu'on fait? C'est impossible. Si vous voulez bloquer, entre guillemets... Il rentre avec un test PCR négatif, c'est ça que vous venez de dire? Oui, mais après, il faut qu'il s'isole pendant 7 jours. Oui, c'est normalement ce qui a été demandé. Qu'est-ce qu'on fait? Cette personne est repérée. On sait aujourd'hui, elle est tracée à partir du moment où elle est venue. D'accord, donc dans ces cas-là, il faut faire en sorte qu'elle reste chez elle enfermée pendant 7 jours et contrôler le fait qu'elle reste enfermée pendant 7 jours. Ce que disait quelqu'un dans le reportage, c'est qu'il ne le ferait pas, qu'il avait des rendez-vous professionnels le lendemain. Tout ça est très compliqué. Le variant brésilien passera par la Guyane, par des travailleurs frontaliers, nous dit un auditeur, ou par des migrants clandestins. Alors il faut savoir qu'il y a de moins en moins de migrants qui arrivent en France en ce moment, dû effectivement au Covid, et je lis vos messages effectivement sur les frontières, et c'est vrai que c'est compliqué. On devrait... On peut... Oui. Pardon. On peut en douter, Valérie, en Guyane, quand on connaît un peu la Guyane, sur les passages sur le fleuve, on peut en douter sérieusement. On peut en douter d'ailleurs aussi à Mayotte, à mon avis, par rapport aux Comores. Non, mais ça peut se faire à l'embarquement. Je vois Brigitte me dire... Il n'y a pas d'embarquement là-bas, c'est des clandestins. Non, mais les douaniers ne peuvent pas demander un test PCR, il faut que ce soit la police, mais ça peut être au moment de l'embarquement, ce que vous évoquiez, Geneviève, quand on prend le Thalys. Moi, on m'a demandé mon test PCR, c'était le contrôleur qui me l'a demandé, donc je ne vois pas pourquoi c'est possible avec la SNCF et ça ne serait pas possible avec le transport aérien, pardonnez-moi. C'est-à-dire qu'au moment d'embarquer, vous devez montrer votre test PCR. Le contrôleur, avant de valider votre billet, de vous laisser rentrer dans le Thalys, m'a demandé mon test PCR négatif. Voilà, les autorités néerlandaises l'exigent. Donc pourquoi est-ce que ça ne serait pas possible de la part d'un agent d'Air France? C'était intéressant d'évoquer ça ce matin parce que, encore une fois, et on revient un peu sur le sujet de la communication, des choses ont été annoncées et ne sont pas suivies d'effets derrière. Pas de contrôle, pas de Valérie, vous évoquiez tout à l'heure Israël. Alors effectivement, en Israël, on trace avec les téléphones portables. Il y a un hyper contrôle, mais en même temps, en Israël, quasiment toute la population va bientôt être vaccinée. Donc il faut faire les deux de pair. Vous acceptez ce contrôle. Ah non, mais attendez, vous acceptez d'être confiné, vous acceptez de rester chez vous. C'est pas les mêmes mentalités. Si vous avez une voie, si vous avez une voie de sortie, et là on vous donne pas la voie de sortie. Non, mais c'est pas les mêmes mentalités, chère madame. Je suis désolé, en Israël, ils sont habitués à vivre dans la crise en permanence, tout le temps. On est d'accord. Et ils ont l'habitude d'être confrontés à ce genre de problème et à agir tout de suite. En France, on n'est pas dans la même situation, on n'est pas le même nombre d'habitants. Il y a 9 millions d'habitants, je crois, en Israël, et 67 millions en France. C'est des problématiques qui sont tout aussi différentes. Mais vous avez raison, si aujourd'hui on veut se dire, on a un objectif final en se disant, dans 6 mois c'est terminé, mais il faut faire ça et enfermer les gens, peut-être que les gens accepteront. J'ai beaucoup de doutes quand on est français. Beaucoup de doutes que les gens acceptent de dire on reste chez nous enfermés pendant 6 mois et après on s'en sortira. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio 0826 300 300 si vous voulez réagir.
Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi, avec Jean-Luc Benamias, François Coq, Alex Darmon et Geneviève Gotzinger. On a Diane de Perpignan en ligne avec nous. Bonjour Diane, vous vouliez réagir à notre débat? Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. Et merci de me prendre. Mais non. Voilà, j'entends l'écho, je ne sais pas. Non, baissez votre poste peut-être. Si... Je suis dans la voiture, tout est éteint. Je sais pas. On vous entend bien. Allez-y, n'ayez crainte. Moi, je disais, pour le Covid, on y court derrière. On n'essaye même pas de prendre le devant. On est toujours à la ramasse, on est toujours en train de courir. Et c'est les trucs depuis 1 an, Macron, il fait ça. Il court, mais il court dans le vide. Et donc, je trouve pas que... Voilà... Et puis pour le respect du couvre-feu, 6 heures, c'est hyper dur, tout le monde. Et on est bien obligé de le respecter, sinon on paye le PV, donc on le respecte. Vous travaillez Non, mon mari travaille. Mon mari travaille et ça lui fait perdre. Il est patron et ça lui fait perdre pas mal du boulot le soir. Parce que lui, il finit vers 8 heures et là, il est obligé de finir vers 5h30, 6 heures. Même avec le laisser-passer, c'est contraignant. Contraignant. Et le couvre-feu est respecté à Perpignan, où vous voyez des voitures assez. Mon mari, quand il sort après 6 heures pour aller livrer tout ça, il me dit qu'il n'y a pas beaucoup de monde sur les routes et tout ça. C'est assez respecté. C'est assez respecté. Non, sur le couvre-feu, c'est assez respecté. Et sur les vaccins autour de vous, les vaccins, écoutez, de toute façon, moi j'étais contre. Je ne suis pas contre. Pour maintenant, je réfléchis. Puis de toute façon, même qu'on est contre, on a le temps de réfléchir parce qu'ils n'en ont pas. Donc le temps qu'on soit vacciné, on a le temps de bien réfléchir. Et si on soit vacciné, et si on va l'être. Parce que à l'allure où ils vont, on n'est pas prêt d'être vacciné. Ceux qui sont sceptiques, ils ont bien le temps d'être raisonnés. De réfléchir et de raisonner. Bon. Donc voilà, on n'a pas de... Et par contre, je voulais vous demander un truc pour Madame Macron hier, pour les pièces jaunes, c'est un scandale. Elle aurait dû parler que des pièces jaunes. Elle n'est pas venue pour se faire de la pub. Elle est venue que pour les pièces jaunes. Et là, elle a fait de la pub, entre guillemets, elle s'est fait de la pub. Et elle a fait de la pub à son mari. Mais pourquoi de la pub? Par rapport à quoi? Quand je voyais Elisabeth, Madame Chirac, quand elle passait pour les pièces jaunes, elle parlait que des pièces jaunes. Elle allait sur TF1, elle parlait que des pièces jaunes. Et quand on l'interrogeait sur son mari, elle a dit je suis là pour les pièces jaunes. Madame Macron, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a parlé quoi? 10 minutes des pièces jaunes? Et après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle nous a enfumé, mon mari, et je lui donnerai pas de conseils, c'est à lui de le prendre tout seul. Non mais attendez, arrêtez de nous prendre pour des... excusez-moi. Donc ça vous a choqué. En même temps, on est effectivement dans une période compliquée, et moi j'aurais Madame Macron, je pense que je lui poserais d'autres questions que les pièces jaunes. Mais en tout cas, merci de nous avoir appelés, Diane. C'était un plaisir de vous entendre. Puis on peut parler de l'opération, rappeler l'opération de pièces jaunes, qui est destinée à améliorer le quotidien des enfants. C'est pas de la politique pour le coup, et toutes les premières dames se sont occupées de cette opération, et cette année c'est en virtuel, donc vous tapez pièces jaunes et vous tomberez sur le site, vous donnez 30, 60, 150 euros. C'est évidemment défiscalisé. Oui, Jean-Luc? Non, j'ai appris ça hier soir. Mais je trouve ça quand même incroyable. Les pièces jaunes, le système, c'est pour rendre ces pièces jaunes et pour qu'elles servent à quelque chose. Moi, si je dois donner des dons, j'ai 10 000 autres associations que les pièces jaunes pour donner des dons. Et je le fais, comme beaucoup de Français et de Françaises qui ont les moyens de faire des dons. Donc, voilà. Il y a un côté déviance là-dedans assez incroyable. Et je ne comprends pas pourquoi on peut mettre les pièces jaunes notamment à la poste, continuer à le faire à la poste. Et tout le monde va à la poste, il y a des queues énormes qui vont à la poste. Il y a quelque chose d'incompréhensible là-dedans. Oui, parce que c'est vrai qu'on a oublié le fondement, la base même, qui était de se vider les poches avec ces pièces jaunes, qui à la base étaient des centimes, puisque l'opération existe depuis longtemps. Et c'est vrai qu'en virtuel, on n'a pas de pièces jaunes, quoi. Donc c'est faire un don, vous avez raison, c'est faire un don à une association. Pourquoi celle-là plus qu'une autre? François Coq, vous voulez réagir aussi? Non, moi, pour le coup, l'avis de Madame Macron ne m'intéresse pas, c'est pas parce qu'elle est femme il n'y a pas de statut de la première femme en France, ça m'intéresse pas. Mais juste, je voudrais revenir sur ce que disait Diane, parce qu'elle a employé, je crois que c'était Diane, qui disait on court après le virus. Regardez, moi je prends un exemple qui vient de tomber, que j'ai entendu tout à l'heure dans votre journal. Le Haut Conseil de la Santé publique a dit que les masques en tissu n'étaient pas suffisants.
et que désormais il fallait 2 mètres entre les élèves. Ils ont dit ça hier soir. Ce matin, Jean-Michel Blanquer vient pour dire « Ah, ben il n'y a pas de problème, de toute façon on va laisser les écoles ouvertes, quoi qu'il arrive ». Écoutez, au lieu de venir dire des âneries comme ça, qui réfléchissent à comment on fait pour laisser les écoles ouvertes concrètement. Qu'est-ce qu'on met là? Qu'est-ce qu'on met en place en anticipant? Parce que moi qui suis enseignant, je vous le dis, quasiment tous les élèves ont des masques en tissu, dont on sait donc désormais qu'ils ne servent quasiment à rien, en tout cas qu'ils ne servent pas par rapport aux variants. Et on sait que à partir du moment où les élèves ont les masques, on nous dit dans l'éducation nationale qu'ils ne sont pas cas contact. Tout ça est un mensonge, chacun le voit bien, et ce qui permet de minorer le nombre de cas. Et 2 mètres entre les élèves, c'est totalement absurde, vu que le 1 mètre actuel n'est respecté nulle part. Donc concrètement, si on ne doit pas fermer les écoles, et je ne pense pas que ce soit la meilleure solution de fermer les écoles, peut-être qu'il faudra y venir, mais en tout cas, si ce n'est pas la solution, et ça ne doit pas l'être dans un premier temps, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Comment on sépare les demi-groupes au collège? Est-ce qu'on fait des niveaux 6e, 5e, des niveaux 4e, 3e? Concrètement, il n'y a rien. Quand je vous dis rien, c'est rien. Rien depuis le mois de mai. Voilà. Et donc, quand la dame disait on court après le Covid, ben oui, on court après le Covid, et vu la vitesse à laquelle galope ce gouvernement, il n'est pas prêt de le rattraper. Oui, c'est vrai que les bras nous sont un peu tombés ce matin, ou c'est même hier soir, quand on a entendu parler de ces masques qui ne seraient pas aux normes. Jean-Michel Blanquer a affirmé que oui, que c'était aux normes. J'ai vu celui de Kevin Bossuet qui nous l'a montré. On peut s'en douter sur la qualité. Vous vouliez réagir? Vous avez réalisé, vous, un reportage dans les écoles en période de Covid. Effectivement, où j'ai suivi une classe de CM2, ça s'appelait on le racontera à nos enfants, à la sortie de la Covid, enfin du confinement, au mois de mai jusqu'aux vacances scolaires d'été de 2020. Je suis d'accord avec vous, monsieur Coq, je pense que c'est pas du tout la bonne solution d'arrêter l'école pour les enfants, surtout pas, parce que après ils sont livrés à eux-mêmes et puis ils ont besoin de sociabilité, ces gosses, donc faut surtout pas arrêter l'école. Et effectivement, et vous avez raison, trouver des solutions pour faire en sorte qu'ils soient peut-être moins présents en classe, ce qui était le cas d'ailleurs à la sortie du confinement. Ça fonctionnait en double groupe. En double groupe, exactement. Et depuis septembre, c'est fini. Oui, vous avez raison, il faut que le ministère de l'Éducation nationale se saisisse de ce sujet très vite et pour pouvoir faire en sorte de laisser ses enfants en classe. Oui, moi j'avoue que cette phrase que j'ai entendue, on est plutôt invitant que coercitif sur ces sujets. Donc déjà le mot de invitant me hérisse. On va passer l'information de manière forte et peut-être qu'on arrivera à quelque chose d'obligatoire au bout de quelques jours, mais pour l'instant il faut surtout informer tout le monde. Mais c'est quoi ce vocabulaire complètement dévagué, indigent, technocrate? On est invitant plutôt que coercitif. Non, et puis sur les masques en tissu aussi, plus personne n'y comprend rien. Parce qu'en fait, au début de la pandémie, c'était fabriquer votre masque chez vous. Maintenant, on ne sait pas quels sont ces masques en tissu qui ne fonctionnent pas. En fait, c'est ceux que vous avez fabriqués vous-même. La plupart des masques en tissu freinent la pandémie, donc freinent le virus. Donc c'est les masques sur en les tissu écoles, on a un petit fabriqués. Mais moi, j'entends ce que dit François Coq. On court après le virus, comme le disait Diane, et c'est vrai que pour les écoles, on est en train de dire on attend de voir, mais il n'y a pas de mesures concrètes, visiblement, applicables et appliquées dans les écoles et dans les classes. Non, aucune mesure concrète aujourd'hui. Enfin, monsieur Coq, vous êtes professeur, vous le direz mieux que moi, mais aucune mesure, en tout cas, sans commune mesure avec ce qui avait été fait à la sortie du confinement au mois d'avril, où pour le coup, il y avait un vrai dispositif. Et encore, il était un peu léger, mais il y avait un vrai dispositif avec des chemins qui étaient tracés pour faire en sorte que les élèves ne se croisent pas, avec des tout ça, c'est fini. Voilà, tout ça, c'est terminé. Et on a repris un peu la vie normale, alors que c'est pas la vie normale encore. Absolument. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. André Berkoff à suivre. Et Les Vraies Voix à 17h pour d'autres débats. Très bonne journée.